C'est La Messagère des Ombres. Paris, La Messagère des Ombres, tome 2, écrit par Morgan Rhys, lu par Jean. Chapitre 1. Amélie de Fiot mit tout son cœur dans son dernier monologue. Le dernier avant de s'allonger sur le lit, au milieu de la scène du théâtre de la rue Saint-Germain à Paris, et de prétendre être morte. Dans ces moments-là, Amélie était Juliette, une beauté aux cheveux blonds dorés, prête à simuler sa mort si cela lui permettait de vivre avec son amour. Elle devait encore prononcer une dernière tirade avant de se poignarder et de s'allonger sur le corps de Roméo pour y mourir. Mais c'était ce moment qu'Amélie préférait. Le moment où Juliette essayait d'améliorer les choses plutôt que de s'allonger et se laisser mourir pour son amour perdu. C'était un moment magnifique durant lequel Amélie captivait à elle seule le public, retenant l'attention à la fois des hommes et des femmes, des sièges ordinaires, en bas, des dieux, là-haut, ou des loges coûteuses entre les deux. Elle adorait ces moments-là. Elle chérissait l'adoration qui venait du fait d'être quelqu'un d'autre. Elle y brillait tel un bijou, et le théâtre de la rue Saint-Germain était l'écrin le plus majestueux qu'un bijou puisse espérer. Des sculptures, en stuc et en marbre, ornaient chaque colonne, corniche, balcon et arche. Les dorures et la peinture, éclairées par des lampes à gaz, transformaient de l'ensemble et semblaient amplifier la beauté de ses mouvements, tout comme l'acoustique magnifiait ses paroles. Et maintenant, le grand final, alors que la drogue qu'elle prétendait avoir ingérée était supposée faire son œuvre, Amélie s'allongeait sur le large lit. Elle fermait les yeux, mais pas complètement, parce qu'elle voulait voir le public s'extasier de la suite des événements. Lentement, alors que les musiciens dans la fosse jouaient avec intensité pour couvrir le bruit des machines, le lit commençait sa descente à travers l'une des trappes de la scène. Dans les opéras que le théâtre produisait habituellement, de tels artifices étaient en motte réservés à l'apparition des dieux et des monstres, mais la mode était au grand moment comme celui-ci. Juliette allongée sur le lit disparaissait à travers le plancher pour ensuite s'élever de nouveau sur la dalle d'un tombeau, où Roméo la retrouverait. Les applaudissements fusèrent lorsque le lit s'enfonça sous la scène. Amélie s'enivrait des applaudissements comme d'autres s'enivraient de vin ou s'abandonnaient aux vapeurs d'opium. En dehors de ces moments-là, elle se sentait vide, mais lorsque le public lui témoignait ainsi son amour, eh bien, là étaient les seuls moments durant lesquels elle se sentait véritablement vivante. Amélie retira sa perruque blonde dès que le lit se fut enfoncé en dessous du niveau où l'on pouvait la voir, révélant une chevelure plus foncée. Elle retira un peu de son maquillage, sans se soucier du fait qu'elle en aurait besoin d'en appliquer à nouveau avant de sortir du sommeil et de trouver son Roméo mort. Déjà, elle sentait s'estomper la bouffée d'adoration qu'elle avait ressentie, pour céder peu à peu la place à ce sentiment de vide qui l'habitait. L'espace sous le théâtre était un enchevêtrement de briques, de métal et de tuyaux. C'était aussi rudimentaire que le reste était beau, aussi sombre que le reste, était brillamment éclairé. Pour Amélie, ce contraste faisait beaucoup trop écho à sa propre personne, belle en apparence, celle qu'elle affichait au monde entier, mais confuse et torturée sous la surface. Elle se dirigea vers sa loge. Non pas qu'elle ait une loge pour elle toute seule, mais Henriette se produirait dans le bref ballet entre les actes, et Suzette avait terminé de jouer son rôle pour la soirée. En tant qu'actrice principale, n'était-elle pas censée avoir sa propre loge? Les doutes envahirent Amélie. Ils étaient pratiquement inévitables lorsque l'on travaillait dans un théâtre. Quelques semaines auparavant, des rumeurs avaient prétendu que l'empereur, en personne, viendrait voir la pièce. Et à présent, nul ne savait si la pièce resterait à l'affiche un mois de plus, et Amélie ne savait pas ce qu'elle ferait ensuite. Ces doutes récurrents accaparaient à présent tout son esprit,
alors qu'elle appliquait de nouveau son maquillage devant le miroir de sa loge, essayant de se donner un teint aussi cadavérique que possible. Elle était venue à Paris bien décidée à devenir une vedette de théâtre, et elle avait réussi à s'imposer dans ce rôle, cette pièce, mais cela ne lui semblait désormais plus suffisant. Rien ne semblait suffisant, ni les admirateurs qui lui envoyaient des bouquets de fleurs ou des mots d'admiration, ni les applaudissements, ni l'adulation du public, ni rien d'autre. Ici, dans la pénombre de sa loge, elle avait l'impression que les fissures de son âme étaient aussi profondes que celles de son maquillage. Soudain, quelque chose s'éleva autour d'elle, comme une ombre qui assombrit encore plus la pièce, avant de commencer à s'infiltrer dans ses fissures. En un instant, l'ombre se déversa en Amélie, luttant pour essayer de se frayer un passage dans son esprit. Une fois son esprit vaincu, l'ombre s'étendit en elle, grandit dans tout son être, et avant même qu'Amélie n'ait eu le temps de crier, elle prit entièrement possession d'elle. À un moment, l'ombre était une chose en elle-même, libre de se mouvoir à sa guise tant qu'elle veillait à rester dans l'obscurité. L'instant d'après, elle avait une forme, une consistance et des limites corporelles. Elle pouvait toucher le monde directement, mais en contrepartie, elle avait des limites qui lui étaient inconnues auparavant. Cet organe qu'était la peau lui permettait de toucher, lui offrait une protection contre la lumière, mais elle représentait également une espèce de frontière infranchissable, presque une prison. Prendre possession de cette enveloppe corporelle avait été relativement aisé. La plupart des humains avaient mochu des défenses trop importantes, mais cet humain-là avait tant de fissures et de fragilité qu'il avait été facile de s'y insinuer puis de se l'approprier entièrement. Dorénavant, elle ne faisait plus qu'un. L'ombre était Amélie de Fiot et Amélie était l'ombre. L'ombre avait accès aux souvenirs d'Amélie. Elle pouvait voir toutes les blessures qui avaient fait d'Amélie cet être fragile qu'elle était devenue. Les hommes qui l'avaient séduite et abandonnée, les difficultés de vivre dans le Paris de Napoléon III, lorsque l'on est pauvre, le fait d'être moins belle, moins talentueuse et moins sûre d'elle qu'elle ne l'aurait souhaité. L'ombre passa plusieurs minutes à simplement découvrir et s'approprier ce nouvel être. Elle parcourut tous ses souvenirs et ses expériences en les examinant minutieusement à la manière d'un collectionneur de fossiles dans un cabinet de curiosités. Pour la première fois de sa vie, la jeune femme qu'était Amélie se sentait complète. Elle avait le sentiment d'avoir un but dans la vie parce qu'elle en avait effectivement un. Elle savait pourquoi elle était là et ce qu'elle avait à faire. Elle deviendrait quelqu'un d'important, comme elle l'avait toujours espéré. « Amélie, c'est ta réplique !» lui parvint une voix à l'extérieur de la loge. Soudain, Amélie fut envahie par le sentiment qu'elle devait se rendre quelque part et y faire quelque chose. Elle s'éloigna du miroir et se dirigea vers la porte. Une femme à l'air agité se tenait là. « Dépêche-toi, Amélie, ils t'attendent, et tu as oublié ta perruque. » Amélie regarda autour d'elle, essayant de comprendre, et vit la perruque posée là, abandonnée dans la loge. Elle pouvait entendre les bruits de la scène à sa gauche. Mais au lieu de s'y diriger, elle tourna à droite, ignorant le cri de protestation derrière elle. « Amélie, où vas-tu » Elle continua d'avancer, l'ombre en elle dirigeant chacun de ses pas. Elle avait des choses à accomplir, bien plus importantes qu'une stupide représentation théâtrale. Des choses très importantes. Chapitre 2. Sa sœur. Kaya se tenait là, dans les cellules souterraines de Scotland Yard, et regardait Xander, à peine capable de comprendre ce qu'il venait de dire, à peine capable de reprendre son souffle. Était-ce possible? Pendant toutes les années qu'elle avait passées à l'orphelinat, Kaya avait en quelque sorte ressenti quelque chose. Une autre personne, une connexion. Elle sentait d'une certaine manière qu'elle n'était pas seule,
même si elle serait bien en peine de l'expliquer. Mais jamais elle ne s'était autorisée à imaginer qu'elle pouvait avoir une sœur. Quelle sœur? Osa demander Kaya, sa voix à peine plus audible qu'un murmure, tremblante, résistant à l'envie qui la taraudait de lui serrer le cou, jusqu'à ce qu'il réponde à sa question. Quelle sœur, Xander? Il ne répondit pas, se contentant de secouer la tête. J'ai dit tout ce que je pouvais dire. Tu dois partir. Sauve-toi, Kaya. Plongeant son regard dans le sien, Kaya sut qu'il n'en dirait pas plus. Elle se sentait à la fois exaltée et découragée. Lorsqu'elle quitta, chancelante, les cellules souterraines de Scotland Yard, il lui sembla que le monde autour d'elle n'avait plus aucun sens. Elle avait l'impression que toutes ses certitudes avaient été balayées par cette simple conversation. Cela dut se voir sur son visage, car lorsqu'elle monta les marches qui la menèrent à la réception du commissariat, les agents en pardessus bleu et chapeau Audi de forme qui étaient en poste là, la dévisagèrent. Ou bien était-ce simplement parce qu'elle avait, tantôt, combattu un tueur possédé par une ombre, et que ses cheveux blonds étaient inouïs tout emmêlés sous son chapeau, et son visage en forme de cœur était maculé des traces de saleté de la chapelle où l'affrontement avait eu lieu. Plusieurs policiers l'observaient comme s'ils s'attendaient à ce qu'elle cause des ennuis. Kaya était petite et menue pour ses 17 ans et portait une robe élégante aux couleurs vives, bien loin des vêtements gris de l'orphelinat où elle avait grandi. Néanmoins, les agents de police n'avaient sans doute pas oublié la manière dont elle s'était battue dans la rue, un peu plus tôt, et la correction qu'elle avait infligée à leurs confrères, agents de police. Actuellement, Kaya se moquait bien de leurs regards. Seul lui importait le fait de retrouver Pinsley et de lui raconter ce qui venait de se passer. « Où se trouve l'inspecteur » demanda Kaya à l'agent de police derrière le bureau. « Il était monté dans son bureau, mademoiselle. » Kaya connaissait le chemin et n'attendit pas la permission du brigadier pour gravir les escaliers et partir retrouver Pinsley. Il n'y avait pas de temps à perdre. Arrivée devant la porte de son bureau, elle frappa par habitude, mais n'attendit pas la réponse pour s'y précipiter. La pièce, à l'intérieur, était spartiate, peinte en blanc et meublée d'un simple bureau, d'une armoire et de quelques étagères. L'inspecteur Sébastien Pinsley était assis à son bureau, où il écrivait à la plume. Il avait une 40aine d'années, était grand et mince, parfaitement rasé, à l'exception de ses rouflaquettes, et les traits de son visage semblaient adopter naturellement une expression austère. Ses mouvements faisaient écho à la précision militaire du temps où il avait été soldat, de sorte qu'il était facile d'oublier que, derrière cette apparence, se cachait un homme bon et gentil. Contrairement aux autres policiers en bas, il portait des vêtements de ville sombres, avec un gilet, un long par-dessus, et une chemise quelque peu tachée de sang. Lorsque ses yeux se posèrent sur Kaya, elle sut qu'il la percerait immédiatement à jour. Elle avait vu la façon dont il observait les choses et il ne manquerait pas de remarquer son air bouleversé après ce qui venait de se passer. « Kaya, » dit-il en se levant, « que se passe-t-il? Il s'est passé quelque chose lorsque vous avez parlé au tueur? Je savais que je n'aurais jamais dû autoriser une telle chose. Est-ce que vous allez bien? Je pense... » Kaya essaya de trouver les mots adéquats pour exprimer ce qu'elle avait à dire. « Je pense que nous devons aller en France. » Elle vit Pinsley écarquiller les yeux à cette suggestion, sa bouche s'entr'ouvrant légèrement sous l'effet du choc. « Kaya, mais de quoi parlez-vous? »« Nous devons aller en France, à Paris, » insista Kaya. « Xander me l'a expliqué. »« Xander, le fou qui a assassiné Tabitha Green ?» Pinsley contourna son bureau et posa la main sur son épaule. « Kaya, cet homme est dérangé. Quoi qu'il ait pu vous dire. Il a dit que les ombres se rassemblaient à Paris, » déclara Kaya. Elle devait lui faire comprendre l'importance de tout cela. Elles se préparent à faire quelque chose de très grave là-bas. « Les ombres, »
dit Pinsley, d'un ton qui se voulait prudent et dénué de jugement. Mais, en s'adressant à Kaya de la sorte, avec la main posée sur son épaule, il était tout simplement condescendant. « Les ombres que je peux voir, » dit Kaya. « En suivre une est ce qui nous a menés jusqu'à la chapelle. C'est l'une de ces ombres qui a pris possession de Xander et l'a poussé à tuer Tabitha, puis à vous attaquer, vous. Il a dit que j'étais ce qu'on appelle une messagère des ombres, qu'il connaissait ma famille. »« Kaya, c'est un fou, » dit l'inspecteur. « Vous ne pouvez pas croire les dires de cet homme. Lui-même n'a probablement pas conscience de la moitié de ce qu'il raconte. »« Tout cela est réel, » insista Kaya. « C'est vrai, je le sais. »« Vous voulez y croire, » dit Pinsley. « Ce n'était pas la même chose, mais un monde peuplé d'ombres qui peuvent, on ne sait comment, contrôler les gens n'a aucun sens. Dans ce cas-là, comment expliquez-vous toutes les choses que j'ai faites ?» demanda Kaya. Elle savait qu'elle devait lui présenter des faits tangibles qu'il ne pourrait réfuter. Kaya réalisa alors qu'elle avait besoin qu'il croie en elle. Il avait déjà tant fait pour elle, mais il devait la voir pour ce qu'elle était vraiment, c'est-à-dire une messagère des ombres. « Trouver la chapelle était remarquable, » dit Pinsley, « mais il y a sans doute une explication rationnelle que nous finirons par découvrir si nous nous donnons suffisamment de mal. »« Il n'y a pas que cela, et vous le savez, » dit Kaya. « Je me suis débarrassé de Xander et j'ai réussi à faire chasser l'ombre qui s'était emparée de lui. »« Je ne sais pas ce qu'il s'est passé lorsque j'étais inconscient, » dit Pinsley. « Vous m'avez vu jeter à terre 2 agents de police, » fit remarquer Kaya, en pensant au moment où ils avaient essayé de l'arrêter. « Ce n'est pas parce que j'ai vu des choses que je ne suis pas en mesure d'expliquer que je dois croire aux explications d'un fou, » dit Pinsley. Il retourna à son bureau. « Kaya, l'affaire s'est réglée. Le meurtrier a été appréhendé et cela grâce à vous. Je suis en train de rédiger mon rapport sur cette affaire et je peux vous assurer qu'il n'y aura aucune mention de pouvoir surnaturel ou d'ombre prenant possession d'êtres humains. » « Alors vous ne voyez ce qu'il se passe réellement, » dit Kaya. Elle savait qu'elle ne devrait pas parler ainsi à l'inspecteur. Selon les règles de bienséance à respecter en bonne société, elle était beaucoup trop directe. Mais d'un autre côté, Kaya n'appartenait pas à la bonne société. Ce n'était pas comme si elle allait un jour être invitée au palais de Buckingham pour rencontrer la reine Victoria ou à prendre le thé au Reform Club. De plus, elle devait le faire. « Si nous n'allons pas en France, quelque chose de grave se produira, » dit Kaya. « Beaucoup de mauvaises choses se sont déjà déroulées en France et à Paris en particulier, » lui opposa l'inspecteur. « Il y a quelques semaines, un assassin qui avait l'empereur pour cible a assassiné plus de 150 personnes avec ses bombes. Avant cela, eh bien, ces 60 dernières années, depuis la Révolution, n'ont été qu'un cycle sans fin de violence. J'imagine bien votre homme, Xander, désigner n'importe quel article de journaux et dire « Voilà, je vous l'avais bien dit, laissez-moi partir. » C'est ainsi que ces personnes procèdent. Kaya. « Ces personnes ?» dit Kaya. « Les fous et les charlatans, » répliqua Pinsley. « Et pensez-vous que je suis un charlatan ?» demanda Kaya. « Pensez-vous que je mente lorsque j'affirme pouvoir voir des ombres ?» Elle n'était pas sûre de pouvoir le supporter s'il répondait par l'affirmative. Pinsley était l'une des rares personnes qu'elle connaissait à avoir été gentille à son égard. Même les autres, le révérend Faulkner et sa sœur Lottie, n'étaient apparus dans sa vie que grâce à l'inspecteur. S'il pensait qu'elle était un charlatan, non, elle ne le supporterait pas, elle en était certaine. « Je pense que vous êtes convaincu de ce que vous avez vu, » dit Pinsley, et qui, d'après Kaya, semblait vraisemblablement choisir ses mots avec le plus grand soin. Et on ne peut nier que vous avez eu raison sur un certain nombre de choses, mais je pense ne pas avoir vu les ombres que vous affirmez pouvoir voir. Ce n'était pas aussi douloureux que s'il l'avait traitée de menteuse, mais c'était tout de même blessant.
Eh bien, dans ce cas-là, répliqua Kaya, que pensez-vous qu'il se soit passé? Je ne sais pas, dit Pinsley. Peut-être avez-vous tout simplement une très bonne intuition, ou de grandes capacités d'observation et votre cerveau, sans même que vous n'en ayez conscience, analyse toutes ces données pour aboutir à un raisonnement. Eh bien, mon intuition me dit que nous devons aller à Paris, répliqua immédiatement Kaya, espérant ainsi piéger Pinsley avec sa propre logique. Kaya, comprenez-vous seulement ce que cela impliquerait d'y aller dans le contexte actuel? Lui demanda Pinsley. Il lui fit signe de s'asseoir, ce que Kaya fit de mauvaise grâce. Les chaises de ce bureau étaient si inconfortables que la position debout aurait été, de loin, préférable. Elle observa Pinsley qui prit un livre sur l'une des étagères et l'ouvrit pour révéler une série de cartes estampillées du symbole de l'ordonnance Surveille-Soin. Kaya reconnut la Grande-Bretagne d'après la carte de l'Empire que l'orphelinat utilisait pour leur enseigner la géographie, les exportations et les caractéristiques clés des principales colonies de Britanniques. Simplement pour nous rendre en France, nous devrions voyager jusqu'à Douvres, ici même, dit Pinsley en désignant du doigt un point sur la carte, soit un voyage d'environ 115 kilomètres. Depuis Douvres, nous aurions alors à prendre un ferry pour nous rendre jusqu'au port français de Calais, ce qui fait environ 50 kilomètres à vol d'oiseau à travers la Manche. Et après cela, il nous resterait à faire le voyage pour Paris, qui lui serait de... Il fit une pause, calculant presque 320 kilomètres. Ce ne sont que des distances, dit Kaya, même si les chiffres énoncés lui semblaient énormes. 300 kilomètres, c'était aussi éloigné que l'étaient York ou Harrogate, le genre de lieu presque mythique et lointain qui n'existait que dans les histoires que mademoiselle Garot lui racontait au sujet de sa cousine qui prenait la mer pour aller se refaire une santé. Nous pourrions prendre le train, ou nous y rendre en calèche. Vous n'aviez fait ni l'un ni l'autre il y a encore un jour ou deux, lui fit remarquer Pinsley. D'autre part, d'autres problèmes se poseraient, et qui n'ont rien à voir avec la distance. Lesquels? Demanda Kaya. J'imagine que vous ne parlez pas français d'eux, dit Pinsley. Kaya se contenta de le dévisager, son regard trahissant sa totale incompréhension. J'imagine que vous ne parlez pas français, traduisit Pinsley, sans compter que les Anglais ne sont actuellement pas les bienvenus dans la France de Napoléon III. Certains des comploteurs qui ont aidé le signore Orsini dans sa tentative d'attentat à l'encontre de l'empereur étaient anglais, et il en résulte beaucoup de ressentiment. Le gouvernement français, lui-même, est sur le point de s'effondrer à cause de toute cette affaire, et je suis sûr qu'aussi bien le gouvernement français que le gouvernement anglais ne permettrait bien pas à un inspecteur de police d'aller flâner à Paris. Kaya ne savait pas trop quoi répondre à cela. Elle n'était pas stupide. Elle avait entendu les crieurs de journaux annoncer que le gouvernement français était sur le point d'être renversé après cette tentative d'assassinat. Elle n'avait pas imaginé que tout cela se ferait facilement, mais néanmoins, cela valait la peine d'essayer. Elle avait une sœur. Ce n'était pas l'unique raison pour laquelle Kaya voulait si désespérément aller en France. Même lorsque Xander l'avait avertie du danger que représentaient les ombres, elle était bien décidée à y aller. Mais lorsqu'il lui avait dit qu'elle avait une sœur, eh bien, cela l'avait définitivement convaincue. Kaya devait y aller maintenant. Elle devait retrouver l'unique fragment de famille qui lui restait. Cependant, il lui fallait encore persuader l'inspecteur. Je pensais que les inspecteurs de police ne laissaient boni pas d'affaires non résolues. Pinsley la regarda durement. Cette affaire était résolue, Kaya. Le tueur a été appréhendé. Le dossier est clos. Xander était contrôlé par une force bien plus dangereuse que le serait n'importe quel humain, dit Kaya, et j'ai ressenti à quel point cette force haïssait les gens, et plus particulièrement les êtres tels que moi ou ma sœur,
si toutefois ma sœur me ressemble. Si nous ne la stoppons pas, elle fera encore de nombreuses victimes. Elle ne s'arrêtera pas tant qu'elle ne sera pas parvenue à ses fins. Xander est sous les verrous, mais le véritable responsable de la mort de Tabitha Green court toujours. « Assez !» dit Pinsley, en refermant brusquement l'atlas. « Je n'aurais pas dû laisser tout cela aller aussi loin. Cette affaire est terminée, Kaya. Nous avons arrêté le meurtrier et cela clôt l'enquête. Alors, je suis désolé, mais non, je ne veux plus rien entendre à ce sujet. »« Mais, je suis sérieux, Kaya, » dit-il. « Affirmer que cette enquête n'est pas terminée risque de discréditer tout le travail que nous avons accompli pour attraper ce forcené. Et cette conversation au sujet d'un voyage en France, c'est tout simplement impossible. » Kaya se contenta de le regarder fixement, blessée par ses propos. Elle avait imaginé que Pinsley comprendrait, qu'il l'écouterait, et c'est ce qu'il avait fait en un sens. Mais il n'avait pas été capable d'aller suffisamment loin. Sa précieuse raison l'empêchait d'explorer de nouvelles possibilités. « Écoutez, dit-il, je sais que vous tenez à y aller, mais pourquoi ne pas retourner au presbytère et vous reposer pour le moment? Vous l'avez mérité. Vous avez arrêté un tueur ce soir, et c'est déjà largement suffisant. Alors laissons de côté cette histoire de voyage en France. Je vais demander à l'un des agents de police d'appeler un fiacre. Voici un shilling pour la course. Nous nous reparlerons un plus tard dans la journée. » Kaya envisagea de continuer à essayer de le convaincre, mais au lieu de cela, elle prit le shilling. Elle sortit, attendant qu'un fiacre passe devant Scotland Yard. Dans le même temps, Kaya ne cessait de penser qu'elle devait se rendre à Paris, quoi qu'en dise l'inspecteur. Cela signifiait qu'elle devait soit faire changer d'avis l'inspecteur, ce qui semblait fort improbable, soit y aller toute seule. Chapitre 3. L'inspecteur Pinsley resta assis à son bureau plusieurs minutes après le départ de Kaya, essayant de poursuivre la rédaction du rapport sur l'affaire qu'ils venaient de résoudre ensemble. Mais il n'y parvenait pas, sa plume restait suspendue au-dessus du papier, parfaitement immobile, contrairement à ses pensées, qui, elles, ne cessaient de voler en tous sens. Il resta assis si longtemps qu'une unique goutte d'encre tomba sur le papier, obligeant Pinsley à prendre son buvard pour l'empêcher de se répandre. Les mots de Kaya étaient un peu comme cette tache d'encre qui s'étendait. Ils prenaient de l'ampleur, le troublant, et le faisant douter bien, malgré lui. Elle avait affirmé qu'il y avait autre chose derrière tout cela, et qu'il devait aller à Paris pour chasser ses fantômes, ou ses ombres, ou quelle que soit l'improbable idée qu'elle avait derrière la tête. Pinsley avait été un peu plus sévère qu'il ne l'avait voulu en la renvoyant ainsi chez elle. Il ne pouvait tout simplement pas vivre dans un monde où les fondements de la logique étaient remis en cause par quoi? Une lubie? Des choses impossibles qu'une jeune fille de 17 ans prétendait pouvoir voir alors que personne d'autre ne le pouvait? Voilà à quoi cela revenait, démonter de toutes pièces une enquête criminelle sur la seule parole de Kaya, voyager en France et cela, malgré les circonstances hostiles, uniquement parce qu'elle avait affirmé que c'était nécessaire. Présenté ainsi, il était évident que ce n'était pas une bonne idée, et que Pinsley devait mettre un terme à toutes ces inepties. Un monde qui n'était pas régi par la raison était un monde qui menaçait de sombrer dans la folie. Malgré tout, le doute continuait de se propager en Pinsley à la manière de cette tache d'encre qui échappait encore aux meilleurs efforts de son buvard. Ces doutes n'auraient pas dû subsister. Un suspect était en garde à vue et plus que disposé à avouer ses crimes. Mais il rongeait, néanmoins, l'inspecteur. Il était impossible que certains aspects de cette affaire restent inexpliqués, parce que ce n'était pas ainsi que le monde fonctionnait. Ils étaient dans la ville la plus évoluée au monde, à une époque où des progrès considérables étaient matérialisés en médecine, en sciences, en ingénierie, et bien d'autres domaines encore.
Les grandes usines sidérurgiques de M. Brunel, des ponts aux bateaux, témoignaient du monde dans lequel il vivait, concret et réel, construit sur des principes solides. Ce n'était pas un monde dominé par les ombres, les émotions et toutes ces choses-là. Malheureusement, un sentiment qu'il ne parvenait pas à réprimer prenait vie en Pinsley et menaçait de faire vaciller le solide édifice de sa raison, soulignant des éléments restés bel et bien inexpliqués dans ce dossier. Il était indéniable que l'homme qui se trouvait sous les verrous, Xander, avait commis ce meurtre. Toutefois, les raisons de son geste demeuraient encore floues pour Pinsley. Plus encore, même s'il ne partageait pas les convictions de Kaya au sujet des ombres et autres manifestations surnaturelles, il l'avait vu faire voler dans les airs des agents de police d'une manière qu'il ne pouvait pas expliquer. Il ne parvenait pas à se défaire du sentiment que cette affaire était bien plus complexe qu'il n'y paraissait. « Le monde n'est pas une question de sentiments, » dit Pinsley, « et parfois, les raisons qui poussent un homme à commettre un meurtre n'ont aucun sens. Il savait cela mieux que quiconque. Le fou qui avait assassiné sa femme n'avait eu besoin d'aucune raison sensée pour accomplir un tel geste. Cela avait brisé sa vie et avait fait fuir sa fille Olivia, et tout cela pourquoi? Les fous semaient le chaos autour d'eux, et pourtant Kaya semblait déterminé à croire les propos de celui-ci. Pinsley posa sa plume et sortit le métronome qu'il utilisait lorsqu'il essayait de réfléchir aux détails d'une affaire, sans se laisser distraire par ses émotions. Il le mit en mouvement, son tic-tac doux et répétitif, divisant le monde en séquences ordonnées. Malgré cela, Pinsley ne pouvait se défaire du sentiment que bien des aspects de cette affaire ne s'emboîtaient pas parfaitement. Il essayait de comprendre les zones d'ombre qu'elle comportait, que ce soit la façon dont Kaya avait finalement trouvé le tueur, jusqu'au contraste entre l'habileté dont il avait fait preuve pour s'introduire dans Bedlam et la sauvagerie de l'attaque qui s'y était déroulée. Aucun des morceaux de ce puzzle ne parvenait à s'emboîter parfaitement pour former un tableau d'ensemble cohérent. Quant à cette dernière discussion au sujet d'un voyage en France, c'était tout aussi insensé. Pinsley ne voulait pas que Kaya soit influencée par les paroles d'un tueur manipulateur. Après tout ce qu'elle avait traversé, « Elle n'est pas ta fille », se rappela Pinsley à voix haute. « Elle n'est pas Olivia. » Et pourtant, Pinsley ressentait ce besoin presque viscéral de protéger Kaya. Peut-être parce qu'il savait ce qu'elle avait traversé, ou bien était-ce parce qu'elle lui avait apporté son aide, ou encore était-ce en raison de sa ressemblance avec sa propre fille, qui se trouvait quelque part dans la nature, sans son père à ses côtés pour l'aider. Pinsley décida alors d'aller s'entretenir avec le tueur. Peut-être parviendrait-il à le convaincre d'admettre que tout cela était absurde, ou peut-être que l'homme derrière les barreaux lui révélerait un élément qui permettrait de donner un sens à toutes les zones d'ombre, qui restaient inexpliquées. Quoi qu'il en soit, Pinsley se leva et descendit les escaliers. Le brigadier en poste le devança dans le couloir qui menait aux cellules. « Je souhaiterais m'entretenir avec le prisonnier que j'ai amené, brigadier, » dit Pinsley. « Cela ne devrait pas être long. »« Bien sûr, monsieur, » répondit le brigadier. « C'est la cellule, au bout du couloir. » Pinsley hocha la tête et prit la direction indiquée, dépassant des geôles occupées par des prisonniers enfermés pour toutes sortes de crimes. La plupart d'entre eux étaient endormis, même si quelques-uns semblaient en être incapables, redoutant probablement ce qui adviendrait d'eux lorsqu'ils seraient présentés devant les magistrats. Pinsley était à mi-chemin lorsqu'il réalisa que quelque chose n'était pas normal. Sitôt, il s'élança vers la cellule en courant, avant de s'immobiliser devant l'horreur du spectacle qui s'offrait à lui. À travers les barreaux, il vit le corps du détenu qui se balançait d'avant en arrière, comme sur la potence de Tyburn. Xander était pendu là, et ses yeux accusateurs semblaient regarder fixement Pinsley.
Brigadier !» hurla Pinsley d'une voix où l'urgence avait dû transparaître, car l'agent de police accourut aussitôt. Pinsley avait déjà été confronté à la mort, à de trop nombreuses occasions. Il avait vu des hommes tués sur le champ de bataille en Crimée, ou mourir de froid ou de maladie dans les campements militaires, sans même avoir tiré le moindre coup de feu. Il avait vu des gens assassinés de la pire des façons, y compris sa propre femme. Il avait même assisté à la pendaison de criminels condamnés. Rien de tout cela n'amoindrissait l'horreur de la situation. Pinsley vit le brigadier s'emparer maladroitement de son trousseau de clés, se débattant pour ouvrir la porte de la cellule. Mais il n'y avait plus rien à faire. Il savait parfaitement que Xander était mort, mais il aida néanmoins le brigadier à couper la corde et le détacher. Le tueur s'était pendu au barreau de sa fenêtre à l'aide de sa ceinture. « Je suppose que ce sera toujours moins de travail pour le bourreau, » dit le brigadier. « Un homme est mort tout de même, brigadier, » dit Pinsley, déçu et pas uniquement parce qu'un homme venait de se donner la mort. C'était un fou, et il y a de grandes chances qu'il aurait été interné plutôt que pendu. « Il n'en est pas moins un tueur, » répliqua le brigadier. Pinsley l'entendit soupirer. Il va falloir prévenir le commissaire. Il donnait l'impression qu'il s'agissait là de l'aspect le plus difficile de la présente situation. « Je m'en chargerai, » dit Pinsley, sans même réfléchir à ce qu'il disait. Il était bien trop occupé à penser à quel point tout cela était terrible. C'était comme si on venait de lui ôter la possibilité d'obtenir les explications aux incohérences que comportait ce dossier, laissant Pinsley avec le sentiment désagréable qui le tourmentait tant. Kaya avait raison, cette histoire n'avait pas dévoilé tous ses mystères, et maintenant, le seul homme en mesure de fournir des explications était mort. Pinsley se retourna et quitta la cellule, remontant dans les bureaux du commissariat, aux murs lambrissés. Sa première pensée fut d'aller trouver Kaya et de lui raconter ce qui venait de se passer. Elle aimerait le savoir et méritait probablement d'en être informée. Pinsley prit conscience qu'il allait également devoir l'interroger sur la conversation qu'elle avait eue avec le prisonnier. En effet, le commissaire voudrait probablement savoir s'il y avait eu le moindre signe avant-coureur pouvant indiquer que Xander était sur le point de mettre fin à ses jours. En arrivant à l'accueil du commissariat, Pinsley se ressaisit. Il se devait d'être l'inspecteur de police en ce moment, pas l'homme qui venait de voir un prisonnier pendu sous ses yeux. Que 2 agents se rendent aux cellules pour aider le brigadier, ordonna Pinsley avec suffisamment d'autorité dans la voix pour que 2 policiers obéissent immédiatement à l'ordre proféré. Et je veux qu'un autre agent aille chercher le docteur Florian pour lui dire qu'il va devoir réaliser une autopsie. Il regarda autour de lui, espérant que Kaya ne soit pas encore partie, mais en vain. Kaya est-elle encore là, ou bien un agent lui a-t-il trouvé un fiacre pour la ramener chez elle ? Demanda-t-il. Pas de fiacre, monsieur, répondit un agent de l'autre côté de la pièce. La jeune femme vient de sortir. Vient de sortir ? Un sentiment d'horreur s'empara de Pinsley avec une certitude glaçante. Il espérait avoir tort, mais il savait déjà que ce n'était pas le cas. « Et personne ne l'a escortée jusqu'au presbytère ?» demanda Pinsley. « Elle vient juste de sortir, monsieur. » Il ne fallut pas longtemps pour que Pinsley réalise ce que cela signifiait. Si Kaya était de retourner au presbytère, logiquement, elle aurait emprunté un fiacre. Par conséquent, elle n'y était pas retournée, et il n'y avait qu'un seul autre endroit au monde auquel Pinsley pouvait penser où elle essaierait d'aller, aussi absurde que cela puisse paraître. À Paris, seule. Immédiatement, une partie de Pinsley voulait s'élancer en courant pour la rattraper, mais malheureusement, il ne pouvait pas faire une telle chose, pas maintenant, pas alors qu'un homme auquel Pinsley s'apprêtait à rendre visite venait de se donner la mort. Son devoir et la loi exigeaient tous 2 qu'il informe au moins le commissaire Hutton
de la situation, mais il pouvait se dépêcher de le faire et ainsi se donner le maximum de chances de rattraper Kaya à temps. Pinsley monta pratiquement les marches en courant, s'arrêtant de justesse devant le bureau du commissaire au lieu de débouler brusquement sans prévenir. Au lieu de cela, il s'obligea à toquer à la porte. « Entrez !» Pinsley entra et se retrouva face au commissaire Hutton, qui était assis à son bureau et revêtu de son uniforme. Il était très mince, avec des traits anguleux et des cheveux noirs qui avaient tendance à se clairsemer. Son expression prit un air revêche lorsqu'il vit Pinsley se précipiter à l'intérieur de son bureau. « Qu'y a-t-il donc à présent, inspecteur ?» demanda-t-il. « Monsieur le commissaire, il y a eu un décès, » déclara Pinsley. « Un prisonnier, l'homme que j'ai ramené un peu plus tôt, s'est pendu. » L'expression de Hutton se fit encore plus ingrate. « Cette nuit ne prendra-t-elle donc jamais fin? À présent, il faudra poser des questions, rédiger des rapports. Je vais avoir besoin que vous me rédigiez un rapport détaillé, Pinsley. »« Monsieur, » répondit Pinsley, « chaque moment passé ici était du temps perdu à ne pas rechercher Kaya. Il la connaissait suffisamment pour savoir où elle allait. Elle avait une telle détermination qu'elle aurait pu faire passer la plupart des soldats qu'il connaissait comme indécis. Je crois que je dois partir. Il y a une affaire urgente dont je dois m'occuper. »« Une affaire urgente ?» dit Hutton en haussant la voix. « Que pourrait-il y avoir de plus urgent qu'un suicide survenu dans nos cellules ?» Pinsley se demandait comment il allait bien pouvoir expliquer tout cela à son supérieur. Il savait bien qu'il ne le pourrait pas. Il ne pouvait pas évoquer les sentiments et intuitions de Kaya en des termes que Hutton comprendrait. Pinsley lui-même ne les comprenait pas complètement. Malgré tout, il fit de son mieux. « Je pense qu'il y a un autre élément en relation avec l'affaire de ce soir qui nécessite d'être examiné, » dit-il. « Une affaire dont on m'a dit qu'elle était très sérieuse. L'énormité de ce que cela pourrait signifier si Alex et Kaya avaient de raison commençait progressivement à prendre forme dans l'esprit de Pinsley. Cela bouleverserait le monde entier. À tout le moins, cela mettrait Kaya en grand danger. « On vous a dit ?» dit Hutton. « Qui vous l'a dit? Le prisonnier? Grâce à vos célèbres talents d'enquêteur. Non, ce n'est pas possible, Pinsley. Dans ce cas-là, je dois vous demander un congé avec effet immédiat, » dit Pinsley de la même voix autoritaire qu'il avait employée tantôt pour s'adresser à ses agents. Il écarta les pans de son manteau pour révéler une tache de sang, conséquence des blessures subies en combattant Xander. « J'ai été blessé dans l'exercice de mes fonctions et j'ai besoin de temps pour me remettre de mes blessures. De plus, je crois qu'il est nécessaire que j'aille en France. »« En France ?» dit Hutton, tout à fait incrédule. Le commissaire, d'ordinaire impassible, sembla au moins surpris par cette déclaration. Que pourrait-il bien y avoir en France? Si je ne me dépêche pas, une jeune femme qui a vraiment besoin de mon aide, déclara Pinsley. Il perdait beaucoup trop de temps. Il fallait qu'il rattrape Kaya avant qu'elle ne fasse quelque chose d'imprudent. Il se tourna vers la porte. « Je suis désolé, monsieur, mais on a besoin de moi. »« Ne partez pas, inspecteur, » dit Hutton. « Pas avant que vous ne vous soyez expliqué de manière adéquate. »« Cela prendrait beaucoup trop de temps, monsieur, » déclara Pinsley, « et je ne comprends moi-même qu'à moitié. »« Pinsley, si vous passez cette porte, ne vous imaginez pas que votre travail vous attendra quand vous daignerez revenir. » Pinsley passa la porte, laissant résonner derrière lui les cris de colère du commissaire Hutton, alors qu'il dévalait les escaliers. Il prit ses affaires dans son bureau et se mit à courir. Avec Kaya, nul ne savait à quel danger elle s'exposerait s'il ne la rattrapait pas rapidement. Chapitre 4. Jusqu'où un shilling la mènerait-elle? Se demandait Kaya en marchant dans les rues de Londres. Elle n'avait jamais vraiment eu d'argent à l'orphelinat, ce qui rendait difficile de juger le coût de la vie.
Ce n'était vraisemblablement pas suffisant pour voyager jusqu'en France, mais jusqu'où pourrait-elle aller avant de devoir trouver une autre solution? Marcher la première partie du chemin permettait à Kaya d'en économiser un peu. Elle retourna en direction du presbytère, qui était la même que celle de la gare d'Euston. Les premières lueurs matinales commençaient à poindre dans les rues autour de Kaya, même si le brouillard de février, recouvrant la Tamise, ne lui permettait pas de voir guère plus que si elle avait été plongée dans l'obscurité. Le gaz des lampadaires brillait encore d'un bleu étrange, mais les flammes s'éteignaient lentement, les fallotiers se fiant à leur montre plutôt qu'à la lumière. Cela n'avait pas d'importance, Kaya trouverait tout de même son chemin. Elle pensait qu'un shilling serait plus que suffisant pour un voyage en train jusqu'à Douvres, mais pas assez pour la traversée vers la France. Elle allait donc devoir probablement voyager clandestinement à bord d'un bateau, perspective qui l'inquiétait, mais elle ne voyait pas d'autre solution. Elle devait aller en France. C'était à elle de le faire. Personne ne pouvait comprendre la menace qui planait là-bas. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.